On peut trouver des forêts tropicales anciennes dans le nord du Queensland. Ils s'étendent à perte de vue et sont habités par une grande variété d'animaux. La minuscule et distinctive fourmi dorée, à la fois puissante et habile, fait également son nid dans ces bois. Les fourmis tisserandes sont un autre nom pour cette espèce de fourmi. Les insectes du genre Oecophylla, qui inclut ce petit insecte, habitent les régions tropicales et subtropicales du monde, y compris l'Australie, l'Asie et l'Afrique. Les abdomens verts des espèces de fourmis que l'on trouve en Australie sont la caractéristique déterminante qui les distingue de la majorité des espèces de fourmis. Les fourmis vertes n'utilisent pas de tunnels pour construire leur nid. Au lieu de cela, elles le font dans les arbres. Ils construisent souvent leurs nids au sommet des branches, juste au moment où de nouvelles feuilles saines commencent à apparaître. Dans des conditions idéales, ils construiraient leur nid dans des arbres fruitiers à larges feuilles. Néanmoins, dans des conditions moins idéales, ils utiliseraient avec satisfaction les longues feuilles étroites des acacias, ou même les aiguilles dorées des casuarinas des plages australiennes. Les fourmis commencent la construction de leur nid en saisissant fermement une feuille avec leurs puissantes mandibules. Après que les fourmis ont positionné les feuilles en les étirant et en les enroulant, elles utiliseront une technique unique que seules les larves de fourmis peuvent utiliser pour attacher les feuilles ensemble la colle. Les ouvrières transportent délicatement les petites larves en forme de pilule jusqu'à l'endroit où elles doivent travailler, car elles ne peuvent pas se déplacer seules. L'équipe va maintenant commencer à tapoter doucement avec ses antennes. Une minuscule glande sous la bouche de la larve commune est responsable de la production de fils de soie, et cela sert de signal pour accélérer leur production à l'extrémité du nouveau ver. Les larves de fourmis construisent un cocon avec leur soie, qui sert de coquille protectrice jusqu'à ce qu'elles émergent en tant qu'adultes. Mais les nids des fourmis tisserandes sont si solides parce que les fourmis utilisent leur fil de soie pour tisser les feuilles ensemble. Une fois le travail terminé, les fourmis peuvent se détendre dans leur maison confortable, puisqu'elles ont découvert un refuge sûr, étanche, offrant un environnement idéal pour que la colonie de fourmis puisse se développer et agrandir sa main-d'œuvre. Quand les colonies de fourmis sont petites, leurs nids sont aussi simples qu'une feuille pliée cousue ensemble. Cependant, à mesure que la colonie grandit, de plus en plus de nids sont construits, et finalement il peut y avoir des centaines de nids à un seul endroit. Des centaines de feuilles, tissées ensemble avec soin, forment cette énorme armoire à fourmis. En tant qu'avant-poste, l'ancêtre fondateur aura quelques nids de fourmis plus petits enregistrés et organisés autour de son périmètre. Les envahisseurs seront confrontés à cela comme leur première ligne de défense, musique. Les colonies de fourmis extérieures représentent la plus grande menace pour les colonies de fourmis car elles tentent fréquemment d'embusquer et de pénétrer dans les nids de fourmis. Dans la plupart des colonies, les fourmis les plus âgées servent d'équipe d'avant-garde. Ces braves guerriers sont prêts à donner leur vie pour assurer la sécurité de toute la colonie. Les fourmis, en revanche, n'ont pas à se soucier des embuscades dans cette zone. Le sol de la forêt tropicale est beaucoup plus froid que l'air ambiant, car les plantes se disputent toujours la lumière à travers la canopée épaisse, atteignant la hauteur maximale pour en capter le plus possible. En raison de leur faible taux métabolique, l'activité des fourmis est fortement réduite dans les régions plus froides. Par conséquent, elles ne sont pas très bonnes pour la recherche de nourriture, et la génération suivante ne grandit pas très vite non plus. Par conséquent, les fourmis dorées de la jungle ont un avantage énorme sur leurs homologues terrestres. Tout comme un crocodile se prélassant sur la large et chaude rive du fleuve, ceux qui vivent dans la canopée me tiennent toujours au chaud au soleil. De ce fait, le temps d'activité des fourmis a été grandement augmenté, ce qui a conduit à une production plus élevée. Mais la canopée était toujours en mouvement, de sorte que les arbres sains cachaient les rayons du soleil, tandis que leurs homologues moins robustes succombaient à la concurrence pour la croissance.
Ce vieil arbre, entouré de lianes, est l'un des malheureux arbres qui sont devenus la proie de plantes parasites. En le privant du ciel et en absorbant la plupart des nutriments du sol, le propriétaire de la plante freine sa croissance. Par conséquent, pour capter la lumière inestimable du soleil, le registre doit continuellement ajuster son emplacement. Les fourmis ont tendance à se rassembler dans des endroits où il y a une brève ouverture dans la forêt, comme le long des rives ou des côtes, ou dans des endroits où des tornades ont arraché le feuillage du sol. Ici, la canopée forestière est presque entièrement dépourvue d'ombre, ce qui donne aux fourmis un avantage pour capter les rayons du soleil et accélérer leur cycle de reproduction, leur permettant d'atteindre des proportions gigantesques. On peut voir des centaines de milliers de fourmis dans certaines colonies. Les matériaux de nidification pourrissent et se désagrègent, forçant les fourmis tisserandes à quitter leurs anciens foyers et à en trouver de nouveaux faits de feuilles fraîches. Ainsi même, dans des circonstances parfaites, l'impression initiale est que les ouvrières sont extrêmement occupées, construisant, remodelant et partant continuellement. Ce cycle se répète à l'infini. Il faut beaucoup d'endurance pour tout ce travail laborieux et difficile. D'après ce que nous savons, l'encre et les insectes sont les deux principales sources d'énergie. Les cochenilles et autres invertébrés qui se nourrissent de sève produisent une encre unique. Les petites cochenilles se nourrissent de la sève que les plantes fraîches libèrent lorsqu'elles creusent dans leurs tiges et leurs feuilles. Ils expulsent la sève une fois qu'elle a été digérée. Le liquide sucré, qui est un sous-produit excédentaire, est une véritable mine de glucides. Au lieu de dévorer l'insecte immédiatement, les fourmis jaunes actives se rassembleront autour de lui et attendront patiemment leur savoureuse récompense qui est une fantastique source de nutrition et d'énergie. Néanmoins, la grande majorité des prédateurs manquent de manières. Bien que les cochenilles soient la proie de prédateurs, elles sont capables de repousser leurs ennemis en se recouvrant d'une couche grise et poudreuse. Cependant, à ce stade, ils sont presque sans défense contre un adversaire très redoutable. Leur véritable protection alors, ce sont les fourmilières. Pendant ce temps, certaines fourmis savourent leur nourriture, tandis que d'autres cherchent le danger. Les araignées sauteuses ne sont qu'un exemple de prédateur, qui peut être un adversaire très redoutable. Ils ne poursuivent pas activement les fourmis jaunes, mais ils gardent un œil sur les minuscules copains des fourmis. Ce prédateur rusé, néanmoins, attendra le bon moment pour frapper. Le prédateur peut rapidement devenir proie et s'améliorer s'il est détecté, ce qui est indésirable. Les fourmis rouges sont extrêmement méfiantes à cause de leur nourriture. Après avoir pesé le pour et le contre, l'araignée choisit de renoncer à ce repas. En raison de leur vision supérieure par rapport aux autres espèces de fourmis et de leur morsure puissante, produite par leurs mandibules acérées, les fourmis rouges sont des prédateurs redoutables. Les fourmis essaieront d'attaquer presque tout ce qu'elles rencontrent. Quand les fourmis ont acculé leur proie, elles la mordent, sans aucun doute, avec leurs énormes mandibules tirant la victime dans toutes les directions, jusqu'à ce qu'elle soit épuisée et impuissante. Une fois la nourriture coupée, elle sera uniformément distribuée entre les nids. Le régime alimentaire de la fourmi jaune est riche en acides aminés, puisqu'il se compose principalement d'autres espèces de fourmis. Les fourmis, sous toutes leurs formes variées, sont une vue courante dans cette jungle. Malgré leur nature terrestre, plusieurs espèces montent souvent aux arbres à la recherche de nourriture. Les fourmis jaunes, cependant, devront être en état d'alerte élevé, car cela indique qu'elles entreront dans leur région. D'un autre côté, une fourmi jaune a entendu l'approche des fourmis perdues et a alerté les autres membres du groupe. Après qu'une fourmi ait vaincu son adversaire, elle pourrait attendre des renforts pour venir finir le travail. De plus, c'était la seule occasion pour la fourmi noire de fuir le combat, car elle n'avait d'autre choix que d'attendre la mort une fois les renforts arrivés. S'approchant rapidement de leur victime, les fourmis jaunes ont pu la faire tomber. En plus de fournir un approvisionnement régulier de nourriture saine, l'éradication d'autres types de fourmis
a contribué à réduire la concurrence. De plus, les fourmis jaunes mangent à peu près tout. Maintenant que les fourmis l'ont trouvé, elles le ramènent à leur nid pour nourrir les fourmis jaunes. La colonie de fourmis jaunes grandit en taille et en puissance dans la forêt dense grâce à cette source de nourriture abondante. Le vaste et varié réseau de passages naturels formé par les lianes et les branches permet aux fourmis jaunes de se déplacer facilement d'un arbre à l'autre. En reliant les canopées de cette manière, ils peuvent atteindre et manipuler un grand nombre d'arbres avec peu d'efforts et de distance. Bien qu'ils passent la plupart de leur temps dans les arbres, ils peuvent parfois descendre au sol de la forêt à la recherche de nourriture. Les fourmis construisent ce nid unique dans l'espace entre les arbres de mangrove sur le rivage. Régulièrement, elles envoient des escouades de reconnaissance à la recherche d'objets au niveau du sol. Ils chassent tout ce qui s'est échoué sur la côte lorsque la marée se retire. Tout le monde dans la colonie bénéficiera grandement de la nourriture que ce gecko fournit. C'est un trésor inestimable. Dans le but de diviser leurs repas en morceaux plus petits, les fourmis volantes utilisent l'heure afin de démembrer leur proie. Les espèces de fourmis en bonne santé se concentrent sur les articulations faibles. L'acide formique qui est libéré de l'abdomen des fourmis rouges est également pulvérisé sur leur proie. La chair de la victime est progressivement dissoute par ce liquide toxique qui la brûle. Mais ce n'est pas facile à manipuler même un petit coup d'un enfant. Si les fourmis rouges ne se mettent pas au travail avant le retour de la marée, elles devront soit abandonner leur victime, soit la déplacer vers un terrain plus élevé. Néanmoins, il semble que ces obstacles ne... Les fourmis légionnaires sont notoirement difficiles à satisfaire, en raison de leur remarquable capacité de préhension qu'elles maintiennent même face à des courbes difficiles ou des pentes abruptes, et de leur capacité à collaborer au sein de leur colonie. L'une de leurs capacités remarquables est de transporter des proies plusieurs fois plus grosses qu'elles jusqu'à la cime des arbres. Même si la colonie de fourmis est incapable de sauter sur de grandes distances, les fourmis légionnaires peuvent parfois modifier leur trajectoire plus rapidement pour faciliter leur travail. Parce qu'elles ne pouvaient pas voler comme les autres insectes, les fourmis ont dû construire un pont avec leur propre corps. Un par un, ils ont accroché leurs mandibules les uns aux autres, reliant progressivement leur corps en une seule chaîne. Ils ont finalement réalisé un raccourci unique en se connectant des deux côtés. De plus, c'était un exemple exceptionnel de coopération entre les animaux. La colonie de fourmis n'est pas parfaite. Certains de ses membres ne peuvent pas chercher de la nourriture ou surmonter des obstacles. Certains membres de ces colonies d'abeilles difficiles quittent à peine leur nid. Le polymorphisme des fourmis jaunes signifie que différentes espèces de fourmis remplissent des fonctions distinctes. Dans leur immense royaume, ces fourmis jouent des rôles bien précis. Le premier groupe est constitué d'espèces de fourmis spécialisées qui sont responsables de la grande majorité des activités des fourmis, de la chasse à la construction de nids, et servent de première ligne de défense contre les prédateurs. Les jeunes fourmis constituent le deuxième groupe. Autrement, elles sont indiscernables des adultes. Uniques, mais visiblement diminutives, lorsqu'elles sont disposées à proximité les unes des autres. Une reine fourmi est la tête du royaume des fourmis et est responsable de la reproduction. Le troisième type est la fourmi ouvrière dont la principale responsabilité est de construire des nids et de s'occuper des jeunes en développement du royaume. Notre dernier sujet était la fourmi dorée, une espèce fascinante et inhabituelle, connue pour ses nombreuses adaptations telles que son utilisation de 9 de ses propres descendants comme outil dans la construction des nids, sa capacité à créer des ponts vivants pour réduire de moitié les temps de déplacement et son caractère distinctif. Mais même une petite perturbation des nids d'une colonie de fourmis ou des branches voisines peut déclencher un comportement incroyablement violent et agressif chez les fourmis. Comme stratégie de défense naturelle, elles lèvent leur corps et se courbent autour de leur tête, se préparant à asperger leurs ennemis d'acide formique. Ces liquides
ont la capacité de créer une embuscade efficace s'ils atteignent les yeux de prédateurs comme les oiseaux ou les lézards, les faisant fuir. Tient les autres animaux à distance avec cette arme efficace. Se défendre contre les fourmis de feu. L'Australie abrite une grande diversité de faune sauvage, y compris des fourmis de feu et d'autres créatures fascinantes telles que des sauterelles énormes de la taille d'un doigt d'adulte ou des papillons australiens énormes. La région abrite une grande variété d'espèces de fourmis fascinantes, y compris les fourmis à 27 espèces, les fourmis araignées, les fourmis sauteuses, les fourmis à queue épineuse et bien d'autres encore. Alors que de petites tortues éclaboussent et nagent dans l'eau les plus grands reptiles vivants du monde, les crocodiles marins géants se cachent dans les estuaires. Si vous avez de la chance, vous pourrez même apercevoir un cassoar du Sud en vous promenant dans une forêt australienne. Mais il faut rester loin de ces monstres, car ils donnent des coups de pied terribles et ont des griffes acérées. Un adulte peut être tué par cet énorme oiseau féroce. Disperseur de graines essentielles pour de nombreuses espèces, ce dinosaure des temps modernes se nourrit principalement de fruits tombés. Pour survivre, la vie végétale de la forêt dépend totalement du calao à casque. À cause de la déforestation causée par l'homme, ils sont également menacés d'extinction. Leur habitat a été drastiquement réduit. Nous ne pouvons qu'espérer que ces vieux bois d'une biodiversité extraordinaire seront là pour très longtemps. Les incendies extrêmes ont dévasté l'Australie à de nombreuses reprises ces dernières années. Même si c'est un phénomène naturel, certaines plantes ont même besoin du feu pour se propager. La récente série d'incendies dévastateurs, causés par le manque de précipitations et les températures élevées, a ravagé d'immenses étendues de terre et a tué de nombreuses espèces locales. Même les créatures sauvages qui ont réussi à échapper aux incendies ont péri à cause de la perte de leur habitat et de l'introduction de prédateurs comme les chats sauvages, les renards et les chiens sauvages. Dès que le feu s'est propagé sur une vaste zone, ces prédateurs ont pu voir les animaux sans défense. En raison du changement climatique, même les forêts verdoyantes qui existent depuis le Crétacé, il y a environ 65 millions d'années, sont aujourd'hui en proie aux flammes. Tout cela est dû à la combinaison de températures extrêmement élevées et d'une sécheresse prolongée qui a permis au feu de se propager dans des habitats qui ne sont normalement pas adaptés à cela. À mesure que l'économie se développe, nous pouvons observer que de telles catastrophes naturelles graves deviennent plus fréquentes et plus répandues. En rejetant à plusieurs reprises des études, les gouvernements nationaux ont minimisé les préoccupations environnementales. Il sera extrêmement difficile de rétablir l'âge d'or précédent après avoir détruit l'environnement naturel avec des efforts de sauvetage scientifique et reporter l'inévitable transition des combustibles fossiles vers des sources d'énergie plus propres et plus respectueuses de l'environnement.